qui est aussi le dernier, je crois, le dernier écrivain que beaucoup d'étrangers ont lu en français dans le texte. À l'époque, le français était encore le langue universelle, car aujourd'hui, comme vous le savez, malheureusement pour les auteurs, entre autres. Et finalement, Camus a incarné un rêve qui s'est déchiré en 1960, sans chercher si les uns étaient plus pas que les autres, c'est pas mon propos, il s'est déchiré. Mais ce que nous retrouvons aujourd'hui, et quand vous continuez dans le livre, oui, quand j'arrive à Marseille, je perds dans le quartier nord en plein ramadan et personne, et les façades des rues sont pouilleuses à Marseille Nord, et ça fait exactement penser, c'est exactement la même architecture, avec le même niveau de dégradation qu'à Oran, à Alger, à Tlemcen, je retourne à Algérie aujourd'hui. Et je traverse une rue qui est la rue de Lyon. Rue de Lyon, c'était le nom de la rue à Bellecour, où habitait Camus avec sa mère, la terrible grand-mère Synthèse, dont il va utiliser le nom pour nommer le souteneur de Raymond Synthèse, celui par lequel le crime va arriver, à faute duquel le crime va arriver. Et l'interpénétration entre ces deux univers me semble très importante. Elle me semble d'autant plus importante que, à l'occasion de ce livre, dont j'ai eu l'opportunité de repenser le phénomène de la marche des bœufs. 1983. Voilà, exactement, 1983. Vous savez, vous en souvenez peut-être, pour les plus âgés d'entre nous, les plus jeunes sont épanés. La marche des bœufs, qu'on n'ose plus appeler comme ça maintenant, il faut appeler son nom halal, si j'ose dire, ou cachère, préféré, qui est la marche pour l'égalité et contre le racisme, parce que le mot beurre est considéré comme dépréciatif, mais le terme identifiait une population qui était en train de se créer, d'exister, qui n'existait pas auparavant. Beurre, comme vous le savez, c'est du verlan, du double verlan, c'est-à-dire c'est rebeu, retourné de nouveau en beurre. Aujourd'hui, le terme beurre n'est plus du tout utilisé, mais le terme rebeu, lui, est utilisé, et de manière auto-qualifiante, enfin, il n'est pas perçu comme dépréciatif. Et ça dépend qui l'emploie. Si moi je l'emploie, c'est juste, mais si un rebeu dit des rebeux, ça fait partie de la manière dont la langue se constitue dans l'échange, dans les politiques de l'échange. Le discours sera un tout petit peu différent pour Beurette. Oui, alors là, ça a été plus rapidement enlevé parce que Beurette a été assimilé très vite à une fantasmagorie sexuelle. En fait, la marche a lieu un an après 1982. 1982, c'est 20 ans d'indépendance de l'Algérie. Pendant ces 20 années, beaucoup d'enfants issus de l'immigration algérienne sont nés en France. Les parents étant nés avant 62 dans ce qui était alors la France, c'est-à-dire le département français d'Algérie, leurs enfants étant nés sur le territoire français, réduit à la métropole, ils étaient automatiquement français à la naissance en vertu du double jus soli, du double droit du sol. Mais une grande partie des parents algériens ne voulaient pas que leurs enfants fussent français. Ils avaient combattu, et on vivait encore dans la grande illusion tiers-mondiste, etc., pour ne plus être français. La France voulait nous prendre nos enfants. Voilà, vous voulez voler nos enfants. C'est ce que vous m'avez dit, pas dans celui-là, mais dans le livre, mais avec quelqu'un. Et au fond, parce que devenir français, ça voulait dire trahir, ça voulait dire être apostat, et puis c'était aussi le modèle des harkis. À l'époque, l'expression français-musulman était réservée aux harkis. Aujourd'hui, elle n'est plus aussi connotée. Mais jusqu'aux années 80, les associations islamiques, par exemple, ne s'appellent jamais de France. Elles s'appellent toujours à Toulouse, à Montauban, à La Ménin, mais jamais de France, parce que ça donnerait le sentiment qu'on reconnaît la France comme notre identité. Ce n'est qu'en 89 que le basculement va se faire, avec l'UOIF, que vous connaissez bien, qui jusqu'alors était l'Union des organisations islamiques en France, et qui devient en 89 de France. C'est très important parce que c'est le moment où ils vont déclencher la fête du voile. C'est dans 15 ans, 89-2015, la commission Stasi, dont j'ai été membre incidemment, la vie scolaire est empoisonnée par des histoires de voile, qui sont poussées par l'UOIF de manière à créer une victimisation
et à faire en sorte que l'UOIF apparaisse comme le porte-parole d'une communauté musulmane, entre guillemets, en gestation, dont elle peut prendre le leadership. Et ça se produit pendant une période où, même s'il y a des enfants qui sont devenus français, je vais vous dire comment dans un instant, néanmoins, la plupart des jeunes ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Et jusqu'en 2005, jusqu'aux émeutes de 2005, on vit dans une situation schizophrène pour laquelle nos politiques ont une lourde responsabilité, qui fait que finalement, on va gérer les populations françaises issues d'immigration maghrébine à travers des structures religieuses, l'UOIF, le CFCM, l'Istichara, le CORIF, etc., et également à travers le réseau associatif des grands frères. Ce n'est qu'après 2005, après les émeutes, qui marqueront le clash entre ces populations et leur intégration politique dans la société française, qu'il va y avoir, de la part de l'association qui encadre à ce moment-là les quartiers, les PUDEN, un mouvement d'inscription massive sur les listes électorales. Je reviens un peu en arrière. En 82, c'est-à-dire 20 ans après l'indépendance de l'Algérie, il commence à y avoir en France pas mal d'incidents qui sont liés à la révolution iranienne. Et donc, les sbires de Khomeini tuent des opposants en France, etc. Et puis, l'islam qui, à partir de 1973, apparaissait comme une religion conservatrice en plein essor, financée par l'Arabie Saoudite, etc., à partir de 1979, prend également une dimension révolutionnaire avec l'Iran. La France ne sait pas du tout comment gérer ça. La mosquée de Paris, à l'époque, est dirigée par Sir Hamza Boubaker, père actuel recteur de la mosquée, très lié à l'époque à l'Algérie française, même si elle n'existe plus. Et la mosquée, donc, ne peut servir à rien, parce qu'elle n'a pas suffisamment de charisme face à ce problème. Et c'est en réalité Gaston Defferre, Premier ministre de l'Intérieur de François Mitterrand et maire de Marseille, la ville la plus algérienne de France, qui va faire venir Cheikh Abbas, Ben Cheikh Al-Hossein, un haut fonctionnaire algérien religieux, à la mosquée de Paris pour affirmer la gestion de l'islam de France à Alger. Les anciens porteurs de valises socialistes pensant qu'ils s'entendront bien avec les gens qui sont à pouvoir à Alger. Et Cheikh Abbas dit quelque chose de très important en 82, il dit, il n'y a pas de souci, la baisse d'être français. Vous pouvez tout à fait être français. Ça va prendre du temps à être entériné. Mais devenir français n'est pas pour les musulmans un cas d'apostasie. On n'abandonne pas sa religion. Alors, il avait aussi des idées derrière en disant ça, comme disait Pascal. Lesquelles, la première, c'était que l'Algérie, dans les années 80, en pleine crise, et ça finira par la guerre civile, n'avait aucune envie de voir revenir au bled des jeunes éduqués en France avec un esprit frondeur et qui auraient été prêts à faire un ferment dangereux pour les caciques du FLN. Et d'autre part, Alger voyait là aussi l'opportunité de créer un lobby algérien en France qui pourrait voter selon les instructions face au lobby marocain, qui est l'obsession algérienne, et au lobby juif, qui est l'obsession arabe. Et du reste, en 88, lors de la première cohabitation, Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur et des Cultes de Jacques Chirac, est reçu en grand uniforme à la mosquée de Paris par Cheikh Abbas, montrant ainsi que Alger indique le bon choix pour les Franco-Algériens, c'est-à-dire voter Chirac en 88. Ça n'a pas servi à être élu. Et Pierre Jox, Premier ministre de l'Intérieur du second quinquennat, immédiatement crée une instance, le CORIF, qui a pour but d'éliminer le contrôle d'Alger sur l'islam de France que son prédécesseur Gaston Defferre avait bien imprudemment mis en œuvre. Donc tout cela se traduit pendant les trois phases dans l'histoire de l'islam en France, trois âges. La première, c'est l'âge des darons, jusqu'en 89, où ce sont plutôt des vieux, ce qu'on appelle des offris, qui sont des immigrés, qui pensent à revenir, qui s'intéressent à l'islam en France. Les jeunes sont soit trop jeunes, soit s'en fichent, ils sont laïcs, ça ne m'intéresse pas du tout. Deuxième période, 89, 2004, 2005, l'âge des frères et des blédards, et où ce sont des jeunes issus du bled, et surtout des frères musulmans, dont l'UOIF représentera le symbole, qui vont fournir à l'État français le personnel que celui-ci cherche pour gérer les instances qu'il met en place. CORIF, Istichara, CFCM.
ça aboutira à Sarkozy en 2003, allant au congrès de l'UOIF et leur disant « Je suis venu ici en ami », pensant que l'UOIF va créer un vote conservateur qui se portera en faveur de la droite. Ça ne se produira pas pour Sarkozy, parce que Sarkozy, lors des émeutes de 2005, ministre de l'Intérieur, et adopte une posture très sécuritaire dans les émeutes, avec l'histoire de Karcher, etc. Ce qui va avoir pour conséquence pour Sarkozy quelque chose de très bénéfique, c'est-à-dire que quand il se présente en 2007, grâce à cette posture sécuritaire, il siphonne toute une partie de l'électorat du Front National. Et c'est ça qui va lui permettre. Et il oublie l'UOIF, il s'en fiche pas, l'UOIF vexé, appelle à voter pour François Bayrou, mais ce n'est pas grand-chose à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous avons depuis 2005 un vote musulman, si je veux dire, sur lequel je vais dire un mot maintenant. Il y a eu en 2013, paradoxalement, et notamment avec les élections municipales de 2014, des phénomènes qui étaient ceux que Sarkozy appelait de ses voeux, mais sans Sarkozy. C'est-à-dire qu'à l'occasion de la manif pour tous, vous avez un bon nombre d'associations islamiques qui se sont alliées avec les chrétiens et autres traditionnalistes manif pour tous, et qui du coup ont appelé à ne pas voter à gauche pour les socialistes corrupteurs sur la terre, entre guillemets, qui permettent aux homosexuels de se marier, au municipal de 2014. On l'avait vu déjà dans certaines partielles de 2013, notamment de 2012, notamment à Béziers, où député UMP, qui a été élu en décembre, qui a perdu en juin, quelques mois, le Conseil constitutionnel avait cassé les choses, que j'ai interviewé dans l'enquête, m'explique, en juin 2012, j'avais fait quasiment aucune voix dans les bureaux de vote musulmans, entre guillemets, et d'origine libanaise, c'est peut-être pour ça qu'ils distinguent les bureaux musulmans de la ville. Et je n'avais même pas mis les pieds pour la campagne de la partielle en décembre, parce que c'était peine perdue. Quelle n'a pas été la surprise, me dit-il, j'ai fait 75% dans certains bureaux. Je n'ai pas compris. Et en fait, on m'a expliqué, les imams avaient appelé à voter contre les socialistes corrupteurs sur la terre et à les punir. Et là, sans en exagérer l'ampleur, et on le voit bien, on va passer maintenant, vous souhaitiez qu'on dise 2-3 mots, on n'a pas le temps, sur les verbatims. Dans l'enquête qui se déroule en 2013, on voit un certain nombre de gens, notamment de petits candidats, qui sont sur cette ligne. Et c'est assez frappant. Et en particulier en région parisienne, les échos que j'ai, y compris ici, ça n'a pas été nul, on voit bien qu'une grande partie du vote populaire a manqué au PS. Un vote populaire dans lequel l'électorat de confession musulmane, on se définit sans côté d'origine musulmane, a joué et soit n'est pas allé voter du tout, soit a voté à droite, voire parfois pour le Front National. Ce qui m'a beaucoup frappé dans l'enquête, c'est qu'il y a, on a 15 candidats du Front National et apparentés dans l'échantillon, dont 5 sont originaires de l'immigration musulmane. Dont un dont on voulait qu'on dise un petit mot, Omar Djelil à Marseille, qui n'est pas Front à proprement parler, mais qui trouve la parousie, d'une certaine manière, dans la reconnaissance catholique Jean-Marie Le Pen, le seul qui m'aime, le seul qui me permet d'être français, explique-t-il. Et ça, c'est un phénomène qui est très frappant et qui a vraiment changé. Vous me demandiez l'enquête. Et ça, moi, je n'ai pas été surpris des résultats de 2014, de municipal, si vous en ayez reconnu. La première fois qu'on a parlé de vote musulman en France, un terme qui est controversé, comme vote juif, même vote catholique, c'est à l'occasion du Ramadan 2013, quand il y a eu des sondages qui ont interrogé les électeurs qui se définissaient comme musulmans. Et ce vote musulman, entre guillemets, était massivement hollandais. C'était le vote le plus hollandais voilà, que n'importe qui, que les fonctionnaires, les instituteurs, les homosexuels, les je ne sais trop. Prenez n'importe quelle catégorie, vous n'en trouviez aucune aussi hollandaise. Oui, en 85 et 92% des voix pour Hollande, selon les sondeurs, et les ouvriers, ceux qui la CSP ouvriers, qui votent aujourd'hui d'abord pour Jean-Marie Le Pen, ceux dans la catégorie ouvriers qui disent musulmans, pas du tout, eux votaient d'abord pour François Hollande. Et alors, il faut savoir exactement la fiabilité de ces enquêtes. Les sondeurs sont allés un peu rapidement, mais en tout cas, il y avait un vote très, très massif. Je crois qu'il y avait aussi un vote très anti-Sarkozy, peut-être plutôt qu'un vote pour eux. Là, il s'est très nettement effrité, c'est le moins qu'on puisse dire, pendant l'élection municipale, les élections de 2014.
et juste y compris avec le tabou, la barrière du vote Front National qui a sauté dans cette population. Et ça, c'est quelque chose, alors, on peut l'interpréter différemment. Certains candidats disent, mais finalement, ça prouve qu'il n'y a plus de problème d'intégration, puisque, au fond, quand on est d'origine musulmane, comme d'origine juive, chrétienne, athée, n'importe quoi, finalement, on peut voter pour tout le monde. Et il n'y a pas de raison qu'on soit la propriété de la gauche ou du Parti socialiste. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'une population plutôt prolétaire s'était identifiée d'abord aux organisations de la classe ouvrière, entre guillemets, au Parti communiste, au PS et aux syndicats, ne s'identifie plus nécessairement à celle-ci. Les organisations en question sont effondrées entre-temps. Et puis également, dans la jeunesse éduquée, il y a des élites qui sont sorties. Il y a des entrepreneurs aujourd'hui. Les entrepreneurs, j'appelle les entrepreneurs du halal, qui ne font pas que du halal, bien sûr. Ils peuvent faire du vêtement, de l'informatique, du voyage, tout ce que vous voulez, mais qui sont conservateurs dans leurs valeurs morales, dans leurs valeurs politiques, et qui soutiennent une vision du monde qui n'est plus dans un rapport de dépendance à l'État, mais dans une volonté de construire une communauté moralement très structurée, religieusement exclusive, et qui donne plutôt son vote au Parti de droite. Donc c'est quelque chose qui est en gestation, si vous voulez. Mais en tout cas, il est indéniable que ça s'est produit en 2013-2014. Oui, c'est très important que vous donniez un échantillon du contenu du livre, quand à propos de Camus, vous avez pas lu votre souvenir de Lourmarin, parce qu'il y a donc dans ce livre-là un aspect journal de voyage. Mais je voudrais donner maintenant, vous avez commencé à présenter, un échantillon du côté verbatim, c'est-à-dire les entretiens et la manière très directe, grâce au fait que vous êtes artisan, de manière très vivante dont ce que vous avez présenté. Vous avez